Dans le silence glacial de l'espace, la Terre pendait comme un ornement oublié, meurtri, abîmé et abandonné. On avait parlé d'un verdict de paix, d'une sanction nécessaire. Mais pour Daniel Reich, capitaine de l'Archange, c'était l'exil pur et brutal. Le Conseil galactique l'avait orné de discours cérémoniels, de politesse diplomatique et de regrets artificiels. Mais au bout du compte, ils avaient expulsé une espèce entière du noyau galactique et claqué la porte derrière eux. Daniel se souvenait encore du moment où l'accès de l'humanité au couloir de l'hypervoie avait été révoqué. Une à une, les portes de sceaux entourant la Terre avaient clignoté en rouge, puis en noir. Aucun vaisseau n'entrait, aucun vaisseau ne sortait. Le commerce était interrompu, le soutien était interrompu. Les ambassadeurs ne revinrent jamais. Même les synthétiques, les émissaires neutres chéris du Conseil, coupèrent leur relais et quittèrent l'orbite. La Terre était seule. La raison? Un incident survenu sur Cygnus 9, une colonie minière exploitée conjointement par des humains et des ouvriers trexiens. Une bagarre tourna au drame. Le fils d'un noble trexien se fit empaler par une exosquelette humaine. Un accident, avait lu Daniel dans les journaux, mais personne ne semblait s'en soucier. Cette mort a tout bouleversé. Le Conseil a tenu des procès qui ont tourné en dérision la justice. Les représentants de la Terre ont été réduits au silence, ignorés, rejetés à chaque occasion. Puis le verdict est tombé. Suspension indéfinie du réseau galactique. Reclassification. Espèce d'origine isolée. Pour eux, l'humanité était un problème à mettre en quarantaine. Mais ils ont oublié une chose. Les humains ne meurent pas en silence. L'Archange fut construit dans ce silence amer. Un croiseur interstellaire ultra lourd, maintenu par le désespoir et la colère. Aucun gouvernement terrestre ne l'approuva, car ceux-ci s'était effondré par la suite. Il naquit de ses cendres, grâce à des ingénieurs de pacotille, des physiciens rebelles, des amiraux déserteurs et des scientifiques exilés, un Frankenstein de métal, de plasma et de détermination. Daniel se tenait sur le pont d'observation avant, le regard perdu dans l'obscurité infinie. Son visage était buriné par ses 38 ans, ses yeux enfoncés scrutant l'horizon comme s'il s'attendait à voir les étoiles s'éteindre. Une cicatrice courait de sa tempe à sa mâchoire, souvenir des émeutes de New Geneva pendant la guerre de la faim. Il ne portait plus d'uniforme, juste un treillis noir et un épais manteau doublé d'une maille de protection. Ici, pas de code vestimentaire, juste la survie. Derrière lui, le vaisseau vibrait de vie. L'équipage était composé à moitié d'officiers entraînés, l'autre moitié d'anciens prisonniers, de mercenaires et de personnes ayant tout perdu. Un vaisseau d'orphelins et de parias. Pourtant, il se déplaçait comme une bête, inflexible et affamé. Les communications grésillaient. « Capitaine, nous avons terminé le scan du secteur 8 Gamma. Un cargo trexian abandonné a été retrouvé. Il semble mûr. » Daniel ne sourit pas, mais sa voix se crispa, empreinte d'une froideur et d'un danger. Envoyez des équipes d'abordage, prenez tout, laissez un message. Il n'avait pas besoin d'en dire plus, il savait ce qu'il voulait dire. Une marque gravée sur la coque, une empreinte de main humaine déchiquetée avec 3 mots en vieux script terrien, nous nous souvenons de tout. Le Conseil croyait que l'exil les briserait, que sans commerce, technologie et traités, la Terre se transformerait en poussière. Mais cela ne fit que les endurcir. Ils commencèrent à construire leurs propres portes, bricolées avec des schémas volés et des pièces récupérées au marché noir. Ils commencèrent à forger des alliances avec les fringes, l'espèce que le Conseil jugeait indésirable, primitive et volatile. Et lentement, système après système, l'humanité commença à se propager, non par la diplomatie, mais par la puissance, par des raids calculés, des embuscades impitoyables et des offres trop tentantes pour être refusées. Laissez-nous accoster, ou nous brûlerons vos lunes. Telle était la nouvelle diplomatie. Daniel ne se souciait plus de la paix. C'est elle qui leur avait valu un coup de poignard dans le dos. Une seule chose l'intéressait, s'assurer que les étoiles sachent que l'humanité n'était pas morte, mais seulement en attente. Et ils en avaient assez d'attendre. Tandis que l'Archange dirigeait ses moteurs vers le système suivant, une route commerciale près de l'amas de Mérac, les pensées de Daniel se tournèrent vers les membres du Conseil qui s'étaient dressés contre lui lors du dernier tribunal. Leur façon de parler par énigme et d'exprimer une fausse inquiétude, le dernier tribunal. Leur façon de parler par énigme et une fausse inquiétude, souriant en votant pour sa disparition, lui et les siens. Un jour, pensa-t-il, un jour nous reviendrons, mais pas pour supplier,
ni pour expliquer, mais pour conquérir. Il quitta la plateforme d'observation et se dirigea vers la passerelle. « Mettez le cap », dit-il. Prochain objectif, un dépôt de carburant, soutenu par le Conseil. Faites-le haut et fort. Car s'ils refusaient d'entendre raison, ils apprendraient à craindre le bruit de la vengeance qui s'abattrait sur eux, propulsés par des moteurs humains dans l'espace. Le silence précédant l'attaque était toujours le pire. Daniel était assis dans le siège de commandement de l'Archangel, les doigts tambourinant sur l'accoudoir en acier tandis que le vaisseau, entièrement occulté, naviguait à travers l'amas de Marak. Devant eux se trouvait un dépôt de carburant, CXS-7, une installation contrôlée par le Conseil en orbite autour d'une ceinture d'astéroïdes riche en bentonite plasmatique, le genre d'endroit qui permettait à leur flotte de fonctionner et à leurs empires de flotter. Il était occupé par des espèces de bas niveaux sous contrat et gardé par 3 frégates de patrouille, rien de bien spécial. Il était censé être sûr, sans importance. C'était leur première erreur. « Statut ?» demanda Daniel. Le lieutenant Merrick, son officier d'armement, ne s'est pas détourné de son poste. Le lieutenant Merrick, son officier d'armement, ne s'est pas détourné de son poste. Tenue d'invisibilité à 98%. Leurs capteurs n'ont rien détecté. Pas de signaux de détresse. Ils sont dans le noir. Et l'équipage d'abordage se prépare. Escouade Alpha et Bravo, 40 têtes au total. Ils veulent absolument cette victoire. Daniel hocha la tête. Qu'ils la prennent. Pas de prisonniers, pas d'avertissement, pas d'applaudissements, pas de cris de ralliement, juste un accord froid et tacite. C'était la justice. Pas de diplomatie, pas de guerre. Un châtiment. Il ferma les yeux un instant. Derrière eux, la terre brûlait encore, non pas de feu, mais de pourriture. La moitié de la planète était désormais invivable. Les systèmes climatiques s'étaient effondrés. La nourriture était rationnée par balles. Les nations se retournèrent contre elles-mêmes lorsque les chaînes d'approvisionnement galactiques furent coupées. Les faibles mouraient dans les rues. Les forts pillaient ce qu'ils pouvaient. Et le Conseil? Ils ont parlé de sélection naturelle. Ils ont dit que la Terre n'avait pas démontré un alignement moral suffisant pour une réintégration, comme s'ils étaient une expérience de laboratoire qui avait mal tourné. Mais la Terre n'est pas morte. Elle s'est adaptée, et maintenant ils étaient là, dans leur cimetière de vaisseaux rouillés et armés, et continuaient d'avancer. « Capot de saut prêt !» a dit Daniel. L'archange s'inclina légèrement lorsque ses baies inférieures s'ouvrirent. 2 nacelles jumelles, armées de moteurs perforants et transportant chacune 20 guerriers, s'éjectèrent du train d'atterrissage tels des requins silencieux dans l'océan noir de l'espace. 30 secondes avant l'impact, Daniel se leva et se dirigea vers le hublot, observant le dépôt tourner lentement sous eux comme un animal impuissant. C'était le 2e impact d'une série. D'abord, le cargo Trexian, désarmé, étiqueté et laissé à la dérive. Et maintenant, ça. Après ça, ce serait une station relais tranquille en territoire neutre. Il ne se contentait pas de riposter. Il traçait un chemin. Chaque mouvement était destiné à envoyer un message. On ne se pose plus la question. Les capsules ont touché. Le flux vidéo s'est allumé à l'écran. Les caméras des casques clignotaient tandis que les équipages perçaient la coque du dépôt et envahissaient les couloirs. Des cris en plusieurs langues emplissaient les communications. Des tirs d'armes, des hurlements, le bourdonnement de lames électrifiées déchirant les robots de sécurité du Conseil. Mais le regard de Daniel était fixé sur une seule chose, une caméra d'angle montrant le superviseur de la station, un bureaucrate Valari avec 2 paires d'yeux et un ventre rempli de privilèges, recroquevillé derrière une console, bafouillant dans un boîtier de communication déconnecté. Daniel coupa la transmission. 10 minutes plus tard, la voix de Marek retentit. « C'est fait. À nous. Station sécurisée. Réservoir de combustible intact. Nous l'avons étiqueté. » Daniel n'a pas demandé le décompte des corps. Il n'en avait pas besoin. Faites exploser les moteurs de secours. Laissez le réacteur principal intact. Qu'ils viennent chercher ce qui reste. Puis il descendit aux ponts inférieurs. Il aimait être présent au retour de son équipage. Ce n'était pas une question de célébration. C'était une question de respect. L'équipe d'abordage entra en titubant, armure calcinée, bottes tachées de sang claquant au sol, les yeux creux mais affamés. Certains transportaient du butin, de la technologie extraterrestre, des ardoises de données du Conseil, des rations volées. D'autres traînaient simplement leurs camarades blessés sur le sol métallique sans un mot. Marik s'approcha, son visage était pâle, mais sa voix était d'acier. Ils avaient des enfants dans les ponts de service.
Daniel marqua une pause. Civil, famille sous contrat, non né au conseil, espèce mixte, et nous avons neutralisé la menace. Daniel le fixa un instant, puis acquiesça finalement. Ce n'est pas notre rôle de protéger la galaxie. Le conseil a établi les règles. Nous suivons simplement leur exemple. Méric ne répondit pas. Il s'éloigna, le casque sous le bras, la joue ruisselante de sang. Cette nuit-là, Daniel était assis seul dans ses quartiers, repassant les données du raid. Plus il observait, plus il était engourdi. Les cris du personnel de la station, la façon dont certains suppliaient dans des langues que son traducteur ne reconnaissait pas, la façon dont une petite créature, à mi-chemin entre un rongeur et un enfant, rampait sur le corps d'un surveillant mort, cherchant une trousse de secours tombée à terre. Il se força à la regarder à 2 fois. « Tu n'as pas le droit de détourner le regard, se dit-il, pas quand tu es celui qui donne les ordres. » Mais sous l'engourdissement, quelque chose d'autre s'éveillait. Ni la culpabilité, ni la pitié, mais la détermination. C'est le prix, pensa-t-il, pour ce qu'ils nous ont fait. Pour chaque enfant de la terre mort de faim parce qu'ils ont paralysé nos filières agricoles. Pour chaque colonie qui a pourri lorsqu'ils ont retiré leurs médecins et nous ont laissé mourir de la fièvre rouge. Pour chaque voix ignorée dans ces chambres, chaque supplication moquée, nous étions obligés de devenir cela. Ces pensées furent interrompues par un coup frappé, lourd et insistant. La porte s'ouvrit, révélant le commandant Ray, son second, une femme nerveuse aux yeux de corbeau et aux mains qui ne tremblaient que lorsqu'elle ne tenait pas d'armes. « Nous avons intercepté les conversations du Conseil, » dit-elle en entrant. Ils l'ont remarqué. 3 flottes en alerte. L'une d'elles a déjà été déroutée pour patrouiller dans ce secteur. Daniel se pencha. Où va-t-elle? Vers la station relais, notre prochaine cible. Il sourit, et ce n'était pas tendre. Bien, laissez-les venir. Elle hésita, puis ajouta, il y a autre chose. Un message, crypté, un vieux code terrestre venu des profondeurs de l'espace. Le corps de Daniel se tendit. Quel genre de code? Militaire, obsolète, mais humain, définitivement humain, se leva-t-il. Apportez-le sur la passerelle. Réveillez l'IA. Décryptage complet. 20 minutes plus tard, les lumières de la passerelle s'éteignirent tandis que le cœur de l'IA se mettait en marche. L'écran principal du vaisseau vacilla, grésillant, avant de s'éteindre en vert. Lecture prioritaire. Origine du signal, secteur inconnu, 01199. Xor, message suivant. À tout vaisseau humain recevant ceci, nous avons survécu. Ils ne nous ont pas tous anéantis. Nous sommes ici. Nous construisons quelque chose de plus grand. Quelque chose qu'ils ne peuvent arrêter. Trouvez-nous. Fin de la transmission. Arrêt. Trouvez-nous. Fin de la transmission. La pièce se tut. Daniel resta figé. Le pouls battant. Il connaissait ce code. Il provenait de l'ancienne marine interstellaire, bien avant que le Conseil n'étrangle les flottes terrestres. C'était censé être une technologie obsolète, inutile, enterrée avec les derniers vestiges de l'ancienne amirauté lors de l'effondrement. Ray s'avança. Si ce message est vrai, il existe d'autres survivants, des avant-postes, des flottes comme la nôtre. La voix de Daniel résonnait comme du gravier, un nombre différent du nôtre, plus fort, peut être plus grand. Ils se sont cachés, elle se pencha. On répond, il se tourna vers Méric. Trace la source du signal. Méric fronça les sourcils. Ça pourrait prendre des jours. Il va falloir trianguler avec des schémas de saut. Et si le Conseil surveille ces mêmes bandes, il saura qu'on a aussi reçu le message. Alors on avance vite. On frappe la station relais, on attire leur regard là, bas, et dans le chaos on disparaît vers le signal. Et si c'est un piège? Demanda Méric. Le regard de Daniel se durcit. Alors on leur montre ce que l'exil nous a appris. Personne ne conteste. Dehors, les étoiles continuaient de tourner. Le Conseil dormait dans ses palais, persuadé que l'humanité était vaincue, dispersée, pensant ses plaies dans un recoin obscur de l'espace. Mais ils avaient tort, car l'exil n'avait pas détruit la Terre. Ils l'avaient reforgée. Ils frappèrent la station relais comme un marteau qui traverse du verre. Le relais Theta 4, perché au-dessus d'un rocher désolé dans le biif de Kernos, n'était pas conçu pour résister à un siège. C'était un réseau de communication magnifié, un poste de chuchotement entre les voies commerciales. Protégé par une corvette de patrouille du Conseil et quelques drones orbitaux, son objectif était simple, transmettre les ordres, surveiller les conversations
et rappeler aux systèmes inférieurs que le Conseil était toujours à l'écoute, jusqu'à ce qu'Archange s'assure qu'ils n'entendent plus rien. Depuis la passerelle, Daniel observa les missiles s'élancer du ventre de leur vaisseau, traversant le vide dans un silence absolu, avant de frapper le bouclier extérieur de la station. Le bouclier résista 3 secondes, puis se brisa comme un os. Un second tir de barrage suivit immédiatement, non pour la parade, mais pour la destruction. Point structurel, batterie externe, flèche de communication. Ils n'étaient pas là pour capturer celui-ci. Ils étaient là pour l'effacer. Statue ? Aboya Daniel. Marek était un flou d'efficacité à la console. Drones désactivés. La corvette bat en retraite. Ils appellent des renforts. Laissez-les faire. Ils seront en retard. Il se dirigea vers les écrans latéraux. Une retransmission en direct montrait la station relais en train de se désagréger. Des incendies internes se déchaînaient dans le vide. Des sas éventrés. Pas d'équipe d'abordage cette fois. Aucune trace. C'était une brûlure chirurgicale. Panne totale. Il savait le message que cela enverrait. Quelqu'un, là-bas, avait encore des dents. Quelqu'un, là-bas, ne voulait pas seulement justice. Il voulait du sang. Bien. Au moment où le dernier morceau de la station s'embrasa en débris incandescents, Daniel se tourna vers Ray. Statut du moteur de saut ? Chargé et maintenu. Alors sautez-nous. Maintenant, combustion complète vers le secteur 01199X. Il y eut un instant de silence. Merrick leva les yeux. Nous n'avons jamais été aussi loin. C'est un territoire marginal, au-delà du bord. Pas de carte, pas de routes amicales. Daniel lui lança un regard qui coupa net les questions. Nous n'étions pas invités dans la galaxie. Nous n'avons pas besoin de permission pour l'explorer. Avec un bourdonnement qui vibra dans les eaux, l'archange disparut dans l'obscurité. L'archange disparut dans l'obscurité. Le saut dura 17 minutes, ce qui était court dans l'espace réel, mais le temps semblait s'étirer dans l'espace du saut. Les étoiles se déformaient, se courbaient comme du verre sous l'eau. Les hommes devenaient souvent fous à regarder par les fenêtres pendant un saut, alors Daniel les fit sceller. Personne n'avait besoin de plus de fantômes dans la tête. Lorsqu'ils tombèrent, la galaxie paraissait différente. Le secteur 01199X était d'un silence de mort. Pas de balises planétaires, pas de patrouilles, aucun signe de civilisation, juste des astéroïdes épars, des ceintures de radiation et un soleil mourant au bord de l'effondrement. C'était un cimetière, magnifique, mais sans vie, jusqu'à ce qu'il capte le signal, faible, déformé, mais réel. Coordonné, dit Daniel en se dirigeant vers le banc de capteurs. Ray capta le signal. Là, quelque chose est encastré dans la deuxième lune de cette géante gazeuse. On dirait qu'il est enterré. Une installation, un vaisseau numéro A. Le cœur de Daniel battait fort. Ils s'approchèrent prudemment. À mesure qu'ils approchaient de la surface de la Lune, la forme prit forme. Une structure massive fusionna avec la roche elle-même. De conception ancienne, mais indéniablement humaine. Ni approuvée par le conseil municipal, ni réglementée. Construite en secret, peut être il y a des décennies, peut être plus, et pas seul. Autour de lui flottaient d'autres vaisseaux, plus petits que l'Archangel, mais hérissés d'armes. 10 peut être 12, formant un périmètre flou. Les capteurs vacillèrent, une sorte d'interférence de camouflage. Puis un message arriva, non sur un canal public, mais directement dans leur flux crypté. Identifiez-vous ou vous serez pris pour cible. Vous êtes entré en territoire restreint. Daniel s'avança. Ici le capitaine Daniel Reich, du vaisseau de guerre Archangel. En avant. Ici le capitaine Daniel Reich, du vaisseau de guerre Archangel. Origine, Terre. Exilé par l'ordre du Conseil 44 Kappa. Nous avons reçu votre signal. Un long silence. Puis la voix revint, plus calme, plus ancienne, comme du gravier sous du fer. Bienvenue à Bastion. Nous attendions. L'accostage dura 30 minutes. La tension était palpable. Personne ne faisait confiance facilement si loin de chez lui. En montant sur le quai, Daniel fut accueilli par un homme bâti comme un char d'assaut, le visage buriné de rides profondes et les yeux marqués par la mort. L'insigne sur sa poitrine n'avait rien d'officiel. C'était un phénix stylisé sur un monde brisé, fait maison. « Commandant Joran Velt », dit l'homme en tendant une main gantée, « ou ce qu'il en reste. J'étais de la première flotte avant l'effondrement. Daniel la serra fort. Daniel Reich, capitaine de l'Archange. Je ne pensais pas que quiconque ait survécu ici. Daniel Reich,
capitaine de l'Archange. Je ne pensais pas que quiconque ait survécu ici. Nous n'avons pas survécu, dit Velt d'un ton sombre. Nous avons enduré. Il conduisit Daniel à travers un couloir métallique éclairé par de vieilles lignes à plasma et des câbles disparates. Des soldats les croisèrent avec des escaliers creux et du vieux matériel. L'odeur d'huile et de stérilisateur était entêtante. Ce n'était pas une utopie. C'était une forteresse, taillée dans l'exil et la folie. Ils atteignirent une chambre centrale où planait une projection de la galaxie. Des marques rouges, le territoire du Conseil, des vertes, les systèmes périphériques. Et puis, en bleu, un réseau de chemins cachés menant de cette lune vers l'extérieur. « Vous avez construit, » dit Daniel. Pendant 23 ans, Velt hoqua la tête. Nous avons vu ce que le Conseil faisait bien avant que la Terre ne soit expulsée. Nous sommes entrés dans l'obscurité, avons simulé notre destruction, avons frappé nos vaisseaux, avons commencé à recruter sur les bords brisés. Daniel regarda à nouveau la carte. Et maintenant, la voix de Velt s'assombrit. Maintenant, nous avons une flotte, une vraie. Pas assez pour gagner, pas encore, mais assez pour leur faire du mal, gravement. Il se retourna. Votre frappe de relais a éclairé tous les capteurs du Conseil. Ils sont en alerte. C'était risqué. Daniel s'est approché. Tout ce que nous faisons est risqué. Ils nous ont isolés, nous ont laissés pourrir. La Terre est une coquille vide, et je ne passerai pas le reste de ma vie à fouiller des débris dans le noir. Nous rapportons quelque chose. Vel l'observa. Tu as le feu, dit-il. Mais le feu sans visée brûle tout. On en a vu d'autres comme vous, des pillards, des pirates, des fantômes vengeurs. Vous voulez vous venger, je veux la guerre. Daniel n'a pas bronché. Alors montrez-moi comment la mener. Ils ont passé les jours suivants à échanger des données. L'opération de Velt était plus complexe que Daniel ne l'avait imaginé. Il disposait d'anciennes technologies du Conseil, d'unités d'IA rebelles, et même d'un prototype fonctionnel de disrupteur de porte, une arme capable de détruire les voies de saut du Conseil en transit. Les missions suicides leur avaient permis d'obtenir des plans. Chaque vaisseau était reconverti à partir de débris. Leurs ingénieurs étaient plus chimistes que scientifiques, improvisant d'une manière qu'aucune bureaucratie ne permettrait. Nous nous appelons le Bastion, expliqua Velt, car c'est le dernier bastion de l'humanité libre. Et les autres ? Demanda Daniel. Il y en a d'autres, confirma Velt. Dispersés, cachés, certains sont devenus sauvages, d'autres se sont vendus. Vous trouverez des esclavagistes parlant la langue de la terre, des mercenaires portant nos couleurs mais travaillant pour le plus offrant. Mais nous combattons toujours pour la terre. Daniel fixa la carte, les anciens flux de données indiquant les flottes frontalières du Conseil, leurs planètes académies, leurs usines de guerre. Alors, donnez-moi une cible, dit-il. Velt sourit, c'est l'esprit. La mission s'appelait Opération Cinderfall, un monde de munitions. Désignation du Conseil, Valus Prime. Ni critique, ni fortifié, mais symbolique. Prime. Ni critique, ni fortifié, mais symbolique. Elle fournissait des armes à 3 flottes majeures, dont celle qui traquait les vaisseaux humains exilés. Et surtout, elle était considérée comme impénétrable. Jusqu'à présent, Bastion avait les codes, Archangel la puissance de feu. Ensemble, ils avaient une chance. Daniel se tenait de nouveau sur sa passerelle, observant la nouvelle flotte se former derrière lui. Pas des centaines de navires, pas encore, mais des dizaines, silencieux, mortels, sculptés par la trahison et soudés par la fureur. « Ne vous y trompez pas », dit-il à son équipage d'une voix grave et posée. « Il ne s'agit plus de survie, il s'agit d'avenir. Ils ont tenté de nous anéantir. Maintenant, nous écrivons le prochain chapitre dans le sang. Lumière tamisée, moteur rugissant. Et l'humanité, exilée, brisée, enragée, se préparait à riposter contre la galaxie qui l'avait abandonnée à la mort. La nuit précédant l'assaut sur Veles Prime, Daniel Reich n'avait pas fermé l'œil. Dormir était un luxe, et il n'y croyait pas. Plus maintenant que son vaisseau était amarré à un croiseur bastion secret, en orbite juste hors de portée des capteurs du Conseil, à moins de 12 heures d'un siège planétaire. Il arpentait la passerelle obscure de l'Archange, ses bottes résonnant sur l'acier. Les lumières ambiantes habituelles étaient éteintes, et seule la lueur cramoisie de la carte de guerre maintenait les ombres à distance. Le système tournait devant lui, Vels Prime et ses lunes. Kunzilskan disait que ce n'était rien d'extraordinaire, mais les renseignements du bastion prouvaient le contraire. 3 installations d'armement enfouies sous la glace polaire,
Des réseaux ferroviaires automatisés alimentant des canons orbitaux, des navires de ravitaillement circulant toutes les 6 heures comme le sang dans les artères. C'était plus qu'un dépôt de munitions. C'était une machine de guerre. Encore en vie, capitaine? C'était une machine de guerre. Encore en vie, capitaine? Daniel se retourna. Ray se tenait sur le seuil, les bras croisés. Elle avait ôté son gilet tactique habituel et ne portait plus qu'un harnais de combat par-dessus une simple chemise noire, le visage à moitié éclairé par la douce lueur de la carte. Son regard, vif et calculateur, était indéchiffrable. À peine, marmonna Daniel. Toi? Elle haussa les épaules. J'ai connu pire, dit Daniel avec un sourire narquois. Et toi? Non, admit-elle. Mais je commence à m'habituer au goût du suicide. Il se dirigea vers le hublot latéral, scrutant le vide noir entre leur flotte et Vels Prime. Ce n'est pas un suicide, c'est un message. À qui? Au conseil, demanda-t-elle. Ils ne l'entendront pas. Ils resserreront simplement leur étreinte. Daniel regarda par-dessus son épaule. Puis nous parlâmes plus fort. À 4 heures, heure du navire, la flotte se mit en mouvement. L'Archange menait la charge, flanqué des navires de guerre Bastion, le Dagger, le Holosun et le Calros. De plus petites frégates filaient derrière eux telles des loups gardant la meute. Le plan était insensé. Diviser pour submerger. Frapper 3 points différents simultanément. Forcer le Conseil à rompre ses protocoles de défense. Daniel prit son siège de commandement, s'attacha et donna l'ordre avec un calme qui ne correspondait pas au feu qui bouillonnait en lui. Lancer l'opération Cinderfall. Les moteurs s'activèrent en hurlant. Les vaisseaux se détachèrent de leur auban, jaillissant de l'obscurité tels des fantômes. En quelques minutes, des alarmes se déclenchèrent sur Vels Prime. Le réseau de défense de la planète s'activa, mais trop tard. Leur satellite périphérique, censé les avertir des heures à l'avance, avait été désactivé plusieurs jours auparavant par les saboteurs du Bastion. En moins de 60 secondes, des escarmouches orbitales éclatèrent. La voix de Merrick résonna sur le pont. Plateformes défensives engagées, leurs IA brouillant les réponses. Une peut être 2 flottes de véhicules en ligne. Qu'ils arrivent, grommela Daniel. On ne partira pas. Des missiles fonçaient sur eux, s'enfuyant. Des missiles fonçaient sur eux, des centaines, rapides, intelligents et conçus pour perturber les systèmes ECM. Mais l'Archangel n'était pas n'importe quel navire de guerre. Sa coque avait été restructurée avec des alliages extraterrestres volés, et son IA avait été entraînée non pas à la défense, mais à la prédiction. « Intercepteur maintenant !» lança Daniel. La coque vibrait. Les canons antiaériens tiraient en rafales rythmées, interceptant un essaim de Give avec une précision chirurgicale. Les autres, les rares qui parvinrent à traverser, ricochèrent sur le blindage, laissant des traînées de feu, mais sans trou. « Railgun en ligne », confirma Marek. Daniel n'hésita pas. « Visez cette artère d'approvisionnement. Abaissez-la. » Le son du railgun, profond et métallique, tel le rugissement d'une bête ancestrale, emplit le vaisseau, tandis qu'une balle de tungstène s'échappait de son logement et perçait l'atmosphère. Ils le regardèrent percuter la ligne ferroviaire planétaire, l'impact éclatant comme un soleil levant au pôle. Ray siffla. Il faudra des années pour reconstruire. Bien, dit Daniel, qu'ils en ressentent chaque seconde. Pendant ce temps, au sol, les équipes de parachutage du Bastion atterrissaient. L'opération était rude, brutale et coûteuse. La glace craquait sous la chaleur des rétropropulseurs, tandis que les soldats enfonçaient leurs bottes dans la croûte gelée de Vels Prime. Ce n'étaient pas des marines d'élite, ni des guerriers biomodifiés. C'étaient des vétérans, des survivants et des fanatiques, des hommes et des femmes sans aucun endroit où aller et sans rien à perdre. Leurs objectifs étaient simples. Pénétrer dans les 3 installations, détruire les noyaux de fabrication et laisser derrière eux une carte de visite. Daniel observait le déroulement de l'opération grâce à des caméras embarquées directement sur le pont. Il vit les troupes du Bastion chargées dans les silos à carburant. Il vit les défenseurs du Conseil battre en retraite sous un feu nourri, pris au dépourvu par un ennemi qu'il croyait éteint. Il vit son peuple, oublié de la terre, graver son héritage dans le sol gelé, sang et flammes. Et puis vint la dernière transmission. Un soldat du Bastion, le casque fissuré, le visage ensanglanté, se tenait au cœur de la chambre à munitions, tandis que les sirènes hurlaient. Derrière lui, des détonateurs clignotaient en rouge, attachés à chaque mur. Ceci est pour la Nouvelle-Genève, pour Riyad, pour le secteur 9 du Mexique, pour les enfants qu'ils laissent mourir de faim. Nous avons été exilés,
Nous nous sommes adaptés, nous avons enduré. Et maintenant, sourit-il, maintenant nous vous achevons. Il déclencha les détonateurs. Toute l'installation nord s'embrasa. L'explosion traversa l'atmosphère de la planète comme une déchirure de tissu. La flotte du Conseil arriva enfin 40 minutes plus tard. Trop tard. Leurs vaisseaux surgirent de l'hyperespace, tels des vautours encerclant un cadavre. Mais l'opération de Bastion était déjà terminée. La flotte se retira, non pas paniquée, mais avec précision, se dispersant dans différentes directions, perturbant les capteurs ennemis et empruntant des itinéraires inconnus des cartes standards du Conseil. Archangel s'éteignit dès sa sortie de la zone de combat. Une porte de saut, installée secrètement par les ingénieurs du Bastion à l'extrémité du système, leur servait de voie de sortie. De retour à bord, Daniel resta silencieux tandis que le vaisseau naviguait vers un espace sûr. L'équipage était épuisé, blessé, mais pas vaincu. Les images de la bataille défilaient dans son esprit. Ni les explosions, ni la victoire. Les visages, ceux qui n'étaient pas revenus, ceux qui croyaient en quelque chose de plus que la simple survie. Il se tourna vers Marik, qui s'appuyait lourdement sur son poste, un bras enveloppé d'un bandage taché de sang. « Des victimes » demanda Daniel. 57 morts confirmés, 38 blessés. Bastion en avait perdu plus d'une centaine. Daniel hocha lentement la tête. Ça en valait la peine? Marik ne broncha pas. À chaque seconde. Daniel se leva de sa chaise et s'avança vers l'écran principal, désormais rempli de messages cryptés affluant des secteurs extérieurs. Des éloges, des avertissements, des propositions d'alliance. Certains provenaient d'autres vaisseaux humains, d'autres d'espèces extraterrestres que le Conseil avait depuis longtemps rejetées. La galaxie l'avait remarqué. Ils nous observent maintenant, dit doucement Ray en le rejoignant. Ils ne peuvent plus nous ignorer. Non, dit Daniel, mais ils essaieront. Il se pencha en avant, les yeux fixés sur la carte holographique des étoiles. Alors, on leur en donne encore plus. Plus de peur, plus de doute. Chaque système qu'on brûle, chaque avant-poste qu'on frappe. Notre nom est gravé dans leur crâne. On ne s'arrête pas. Ce n'est que lorsque la Terre aura une place à la table qu'ils tentèrent de renverser. Ray le regarda de travers. « Tu construis quelque chose de plus grand que la vengeance. »« Je dois le faire, » murmura-t-il. « Parce que si nous ne construisons rien, nous ne sommes qu'une espèce mourante de plus, hurlant dans le vide. » Ne protesta-t-elle pas. Ils restèrent là un moment de plus, capitaines d'une flotte fantôme, guerriers exilés de la civilisation, dressés comme l'épine la plus acérée dans la gorge de la galaxie. Et ils n'en avaient pas fini, car le feu avait été allumé non seulement sur Veles Prime, mais à travers les étoiles. Le silence après la victoire était pire que la bataille. Daniel se tenait seul sur la plateforme d'observation d'Archangel, les yeux fixés sur la lueur lointaine du soleil de Veles Prime. Il brûlait sans interruption, indifférent à la violence qui avait éclaté sur son orbite quelques jours plus tôt. Pour une étoile, une guerre ne signifiait rien. Mais pour le Conseil, cela avait tout signifié. Les rapports affluaient. Vel Prime était en plein chaos. Les lignes d'approvisionnement étaient coupées. La production paralysée. Les protocoles de défense d'urgence étaient activés dans les systèmes voisins. La précieuse illusion d'ordre du Conseil s'était fissurée. Mais ce qui perturbait le plus Daniel, c'était ce qui allait suivre. Un message. Court, non chiffré, transmis directement au canal principal d'Archangel via un relais de rebond auquel seule une personne interne pouvait accéder. Arrêtez-vous maintenant. Vous avez fait valoir votre point de vue. Allez plus loin et vous déclencherez quelque chose que vous ne pourrez contenir. Pas de signature, pas d'origine, juste un avertissement ou une menace. Ray entra dans le pont, les bottes molles sur le sol. Elle portait une tablette de données et son regard indiquait à Daniel que la situation ne s'améliorait pas. Les conseils ont émis un décret, dit-elle sans cérémonie. L'humanité est désormais classée espèce menaçante. Daniel ne réagit pas. Ils utilisent l'attaque sur Valus Prime pour justifier le déploiement de leur flotte noire, ajouta-t-elle. Cela le fit la regarder. Des flottes noires, demanda-t-il. Ce sont des mythes. Plus maintenant. Bastion a confirmé des observations près de la portée de Sarian. Fortement masquées, sans insigne, sans canal de détresse. Juste des armes. Daniel expira lentement. Alors, ils ont fini de faire comme si nous n'existions pas. Ils veulent nous anéantir avant que d'autres ne commencent à croire en nous. Il se tourna vers les étoiles. Puis nous les avons frappés à nouveau. Ray hésita. Il faut bien réfléchir. Nous ne combattons plus seulement des navires de guerre. Nous combattons un système qui s'est construit au fil des siècles. Une erreur de plus
et ils appelleront à l'extermination. Laissez-les faire, dit Daniel. Ils ont déjà essayé. La terre en est la preuve. Elle s'approcha, baissant la voix. On a commencé quelque chose, Daniel. Un mouvement. Les gens nous observent, même des factions extraterrestres. Vous voulez la peur? Tant mieux. Mais si nous ne menons pas les choses correctement, nous deviendrons exactement ce qu'ils ont dit que nous étions. Il la regarda. Et pour la première fois depuis des jours, quelque chose brilla dans ses yeux. Non pas le doute, mais le souvenir. Les rues du vieux Boston, pendant les émeutes dues aux pannes d'électricité. Les émeutes de la faim. Des enfants tués pour des barres protéinées, des mères vendant tout pour obtenir des visas d'étrangers qui n'arrivaient jamais. Voilà ce que le Conseil avait laissé derrière lui. « Tu crois que je veux ça ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Tu crois que j'aime brûler des planètes, envoyer des gens mourir? J'étais ingénieur, Ray. Je voulais construire des choses. » Mais le Conseil ne nous laissa pas le choix. Ils claquèrent la porte et appelèrent cela à la justice. Si nous ne nous battons pas, tout cela, tout ce que nous avons fait, n'aura servi à rien. Elle ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire. Plus tard, au cours de ce cycle, Daniel rencontra le commandant Velt dans la salle de communication cryptée du bastion. Velt paraissait plus vieux qu'avant, non pas de corps, mais d'allure. De nouvelles cicatrices couvraient son cou, de légères brûlures qui racontaient une histoire que Daniel n'avait pas demandée. « J'ai reçu ton message, » dit Daniel. « Quelle est l'urgence ?» Velt fit apparaître une carte des étoiles. Le Conseil se mobilise dans l'étendue de cendres. C'est un territoire neutre. Ils chassent. Nous tous, et pas seulement les humains. Ils ont commencé à exterminer les espèces marginales. Toute personne soupçonnée d'abriter des humains est mise sur liste noire. Certaines sont stérilisées. Daniel serra les poings. Ils arrachent la neutralité à tout le monde, poursuivit Velt. Même les clans marchands cèdent. Seuls quelques-uns résistent. Alors, on leur donne une raison de résister, grommela Daniel. On a frappé plus fort. Vel le regarda d'un air sévère. Tu veux envenimer la situation? Je veux réveiller la galaxie. Ils dorment depuis trop longtemps. Velt hocha la tête. Alors j'ai quelque chose à te dire. La station d'archives du Conseil Epsilon. Noyau profond. Coffre-fort de données classifiées. Si on y entre, on trouvera des dossiers secrets. Des dossiers qu'ils n'ont jamais voulu rendre publics. Quel genre de dossier? La preuve de ce qu'ils ont fait à la Terre. Aux colonies, aux transfuges, aux exécutions, aux tests biologiques, aux protocoles de famine forcée. Si nous divulguons tout cela, la galaxie pourrait enfin les voir tels qu'ils sont. Daniel fixa l'écran. Les coordonnées? Vel les a téléchargées. Ce ne sera pas facile. Epsilon est protégé par des protections protocolaires. Pas de vaisseau, pas d'orbite. Une seule entrée, via leur réseau de transport. Il nous faudra quelqu'un à l'intérieur. Daniel réfléchit un instant. Je connais un homme, un commerçant du Conseil. Il m'était redevable. Il respire peu, être encore. Vel grogna. Alors, retrouvez-le, et vite, avant qu'il n'enterre ses archives sous un soleil radieux. De retour à bord de l'Archangel, Daniel convoqua une réunion privée avec son équipage principal. Marek, Ray, Silo, le mécanicien qui avait conçu des armes pour le Conseil avant qu'il ne tente de tuer sa famille. Et Kads, un ancien traître qui avait tout perdu à cause des saisies de biens du Conseil, et qui volait maintenant comme un roc. Il exposa la mission. Personne ne broncha. Mais Kaz se pencha en avant. « Vous êtes sûr que ça en vaut la peine, capitaine? Ces archives à la con? On a fait plus de dégâts avec le feu qu'on n'en fera jamais avec des secrets. » Daniel ne détourna pas le regard. « Les secrets ont bâti cette galaxie, Kaz. Le Conseil ne gouverne pas par la force. Il règne par le silence. Nous brisons ce silence. Nous brisons leur emprise. » Ray ajouta, « La galaxie est en péril. La plupart se fichent des humains, mais la justice leur tient à cœur. La galaxie est en péril. La plupart se fichent des humains, mais la justice leur tient à cœur. La vérité. Si nous leur montrons à quel point la corruption est profonde, nous ne nous battrons pas seuls. » Kaz fit craquer ses articulations. « Alors, allons creuser. » La recherche du traître, Jaran Vos, leur prit 3 jours. Ils vivaient sous un faux nom dans une colonie minière sur Tilon-Hui, buvant à en mourir et faisant semblant de ne plus se soucier de l'univers. Daniel le trouva dans un bar rempli d'hommes brisés, arborant un faux visage et une orthèse vertébrale brisée. « Tu aurais dû me tuer la dernière fois », siffla Juran lorsque Daniel le confronta. « Tu aurais dû mourir dignement », répondit Daniel. Mais il proposa un marché. Pas de pitié. Jamais de pitié, juste une dernière mission.
et une promesse, les aider à infiltrer les archives Epsilon, et quels que soient les secrets qu'ils découvriraient, Duran serait intouchable, même si le conseil survivait. « Tu crois vraiment que la vérité compte ?» demanda Joran en toussant. Daniel le regarda droit dans les yeux. Le nombre, mais la peur, oui. Et la vérité est la seule chose qui les effraie encore. Tandis qu'Archangel se préparait pour le saut suivant, Daniel se tenait de nouveau dans la baie d'observation, observant le lent changement des étoiles. Il le sentait, quelque chose changeait, pas seulement en lui, mais aussi dans l'équipage, dans la galaxie. Ils ne luttaient plus seulement pour leur survie. Ils construisaient un héritage, une cicatrice à la fois. Le ciel au-dessus de la station Epsilon ressemblait à du pétrole, sombre, lent, prêt à s'enflammer. Daniel regardait par la fenêtre fissurée du vaisseau de transport du Conseil voler. Sa mâchoire se serra. Epsilon tournoyait sous eux en formation parfaite, telle une sphère d'un blanc immaculé, sans ouverture visible, sans hublot d'amarrage, sans baie d'atterrissage. Elle flottait dans l'espace telle une perle, née dans l'obscurité, belle, stérile, impossible à percer sans autorisation. Mais c'était à cela que servait Juran Vos. Il était assis en face de Daniel, recroquevillé sur le siège du pilote, les mains légèrement tremblantes. Non pas par peur, mais à cause d'années d'abus et des stimulants de bas étage qu'il utilisait pour se maintenir en vie. Autrefois, Juran était responsable des algorithmes de sécurité de la division d'intégrité des données du Conseil, l'homme qui avait conçu les serrures qu'ils envisageaient maintenant de forcer. Vecteur d'approche verrouillé, marmonna Juran avant de commencer une poignée de main. Ils vont nous prendre pour un vaisseau logistique médical revenant de Cygnus 7, et ils ne vont pas scanner plus en profondeur demanda Ray, les lèvres pincées. Juran eut un petit rire sec. À moins qu'ils ne soient sobres, ce qui n'est le cas d'aucun d'entre eux, je vous l'assure. La plupart des opérateurs du noyau interne boivent leur déjeuner. Daniel ne se détendit pas. Combien de temps avons-nous ? 2 heures. Une fois à l'intérieur de la coque, les moniteurs internes seront aveugles pendant environ 7 minutes. C'est notre fenêtre pour disparaître. Après cela, si nous sommes pris, eh bien, vous connaissez la définition de la clémence du Conseil. Daniel regarda vers l'arrière du vaisseau, où Merrick et Silo vérifiaient le matériel. Charge compacte, combinaison anti-capteur, amortisseurs neuronaux. Rien de volumineux, rien de bruyant. Ce n'était pas un siège. C'était un raid fantôme chirurgical. À mesure qu'ils se rapprochaient, le vaisseau vibra légèrement, signe qu'ils avaient franchi le premier des scanners périmétriques d'Epsilon. Duran brandit une petite clé en verre noir et la plaça dans la console. Au moment où le déclic se fit entendre, le vaisseau tangua. Daniel saisit instinctivement son arme de poing. « Du calme !» murmura Durand. « L'ouverture de l'obus. » Effectivement, vue d'en dessous, la surface parfaite de la station commença à se segmenter. De petits panneaux s'écartèrent, révélant un étroit conduit bordé de câbles magnétiques. « Un couloir à cercueil !» murmura Durand. « Ils ne l'utilisent que pour les corps qu'ils ne veulent pas retrouver. Je me doutais bien qu'ils n'en rateraient aucun. » Daniel le regarda. « Tu es un sale type. C'est toi qui es venu me trouver, capitaine. » Ils descendirent dans un silence quasi total. Une fois à l'intérieur du puits, la gravité changea, bloquant leurs bottes contre la paroi latérale. Ray ouvrit la marche, installant un petit disrupteur de capteur tous les 15 mètres, juste assez pour interrompre le rythme de balayage passif de la station sans déclencher une alerte générale. Marek portait la carabine à impulsion. Silo avait les packs de charge. Daniel passa le dernier, balayant leur piste. L'intérieur de la station Epsilon ne ressemblait en rien à ce que Daniel attendait. Il n'y avait ni garde, ni drone, juste des couloirs blancs et stériles bordés de portes scellées, chacune dotée d'un code numérique et sans étiquette. Le genre de conception qui n'avait de sens que pour les machines. C'était silencieux, trop silencieux. Joran les guida vers un puits de maintenance auxiliaire. « Tous les chemins convergent vers le noyau central », murmura-t-il. « Mais le coffre-fort de données se trouve 20 niveaux plus bas. Il nous faut contourner au moins 3 verrous biométriques pour y accéder. Et vous avez toujours l'autorisation ? Demanda Daniel. Le sourire de Joran était creux. Numéro. Mais j'ai une copie de quelqu'un qui l'a fait. Il a sorti une seringue en métal de son manteau et l'a injectée dans le panneau d'accès. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis la porte s'ouvrit en sifflant. L'air à l'intérieur était plus froid, non seulement en température, mais en poids. Un silence qui n'était pas absence, mais suppression. « C'est ici que réside la vérité », murmura Duran. « Tout ce que le Conseil voulait cacher à tout le monde. Crimes de guerre,
trahison, dissensions internes, ce qu'ils avaient fait subir même à leur propre espèce. Daniel sentit une rage le gagner. Déchirons-la. La chambre forte était immense. Des dizaines de colonnes hexagonales s'étendaient du sol au plafond, chacune bourdonnant de lumière et de données. Duran s'est déplacé rapidement, interagissant avec la console principale à l'autre bout. Silo a déployé un filet de sécurité autour d'eux, tandis que Merrick montait la garde. Cette chose contient des pétaoctets de journaux codés, expliqua Joran. La copie prendra des heures, mais je ne fais pas que copier. J'injecte un virus vivant qui se greffera sur les mises à jour du réseau du Conseil. Dès notre départ, il se propagera. Daniel s'approcha de lui. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Joran marqua une pause. On verra bien. Il appuya sur une commande. L'une des colonnes s'assombrit, révélant un écran de lecture. La première vidéo montrait une colonie terrestre, luxuriante et pleine de vie. Des enfants jouaient près d'un stand de ravitaillement. Des envoyés du Conseil souriaient à la caméra. Puis la scène changea, les émissaires partirent, les points de ravitaillement fermèrent, des drones armés patrouillaient le périmètre, les colons commencèrent à mourir, aucune raison ne fut donnée. Pas de guerre, pas de protestation, juste la famine. Une légende clignota à l'écran. Environnement de test reclassifié. Respect du retrait des ressources. Daniel se détourna, les poings serrés. Un autre fichier fut chargé, celui-ci contenant le compte-rendu d'une réunion entre membres haut placés du Conseil. On ne peut pas risquer un autre soulèvement comme sur Terre, dit l'un d'eux. Les humains sont dangereux quand ils sont acculés. Mieux vaut fragmenter leur système, maintenir leurs dirigeants en exil, s'assurer qu'ils se battent entre eux plutôt que contre nous. Un autre hocha la tête. Et s'ils survivent? Le premier rit. Alors ils seront trop endommagés pour avoir de l'importance. La voix de Daniel était basse, téléchargée. Chaque fichier, chaque mensonge, chaque crime, Joran hocha la tête, les mains sur la console. Donnez-moi 10 minutes. Mais 10 minutes, c'était trop long. La voix de Ray s'éleva dans la communication. Mouvement, un étage plus haut, drone, balayage de trajectoire, nous sommes compromis. Marek leva son arme. Nous pouvons les contenir. Daniel attrapa sa radio. Négatif Silo, préparez les charges. On supprime le coffre, aucune preuve laissée derrière. Durand se figea. Quoi? Ces données? Daniel attrapa son col. Elles sont déjà en cours de téléchargement. On n'a pas besoin d'ici. On a besoin de sortir. Silo posa les charges. Ray largua 3 drones avec des tirs nets par l'ouverture du puits. Marek tenait l'arrière, tirant sur un autre avec son fusil à impulsion. Duran se précipita pour extraire la clé de chiffrement finale. Les alarmes retentirent. Les voyants passèrent au rouge. Le coffre commença à se sceller. « On a 60 secondes !» aboya Silo. Duran tapa la dernière commande, libérant la puce du lecteur et la fourrant dans la main de Daniel. « Prends-la. C'est la clé de la porte dérobée. » Si la dernière commande, libérant la puce du lecteur et la fourrant dans la main de Daniel. « Prends-la. C'est la clé de la porte dérobée. Si le virus échoue, cela peut encore ouvrir tous les yeux de la galaxie. « Bouge !» cria Daniel. Ils coururent, retournèrent dans le puits sous le feu ennemi. Ray reçut une balle dans l'épaule, mais ne ralentit pas. Merrick lança une charge sonique derrière eux qui fit s'effondrer le couloir. Silo fut touché à la jambe. Daniel le traîna. La baie de transport était en flammes. Mais Archangel était là, camouflé, attendant exactement là où Kaz l'avait promis. Ils embarquèrent avec quelques secondes d'avance. Le coffre explosa derrière eux, une explosion silencieuse de feu bleu qui vaporisa le noyau. Daniel lança la puce à Ray. « Apportez-la à Velt. Dites-lui de la libérer quand il sera prêt. » Et vous? Il regarda le vide. Ils ont commencé cette guerre par le silence. Nous allons la terminer par des cris. La vérité a frappé la galaxie comme un météore. Tout a commencé par un murmure. Des paquets de données ont été introduits clandestinement dans les canaux marchands, transmis discrètement entre les vaisseaux sur les routes périphériques. Puis vinrent les fuites cryptées vers des observateurs neutres, les journaux de données douteux, les bandes de communication illégales. Et puis, finalement, Bastion prit la décision de tout dévoiler. Les fichiers récupérés par Daniel et Duran sur la station Epsilon étaient plus qu'accablants. Ils étaient nucléaires. Des hologrammes de camps de stérilisation forcés dans les colonies terrestres. Des réunions de conseils classifiés approuvant la famine comme moyen de confinement. Ordre direct de détenir les diplomates humains et de les expulser discrètement sans procès. Un protocole secret,
appelé Ashval, détaillait comment le Conseil prévoyait d'éliminer toute résurgence humaine avant qu'elle ne menace les mondes centraux. En 48 heures, des dizaines d'espèces marginales ont convoqué des rassemblements d'urgence. Les réseaux de contrebande ont refusé les contrats du Conseil. Même deux factions de rang intermédiaire, les syndicats Tular et Corin, ont publiquement dénoncé le Conseil et proclamé leur neutralité. Le Conseil, bien sûr, a tout nié. Ils ont accusé des agitateurs humains radicaux, ont qualifié les données de fabriquées, ont affirmé qu'il s'agissait d'une technologie profondément contrefaite. Mais personne ne les a crus, pas après que les documents aient révélé des tampons d'intégrité de fichiers, des codes de chiffrement officiels du Conseil que même leur propre système ne pouvait falsifier. Daniel se tenait sur la passerelle de l'Archange, observant le chaos se développer. L'écran principal diffusait les informations de toute la galaxie. Émeutes dans les zones diplomatiques, effondrement des blocus militaires, porte-parole du Conseil, chassé des planètes neutres par la foule. C'était tout ce pour quoi il s'était battu. Mais Daniel ne souriait pas, car le feu se propageait trop vite. Mais Daniel ne sourit pas, car le feu se propageait trop vite. Rey se tenait à côté de lui, les bras croisés. Sa blessure était encore en train de guérir, et la cicatrice sur son visage lui donnait un air plus froid que d'habitude. Il craque, mais nous aussi. Il lui jeta un coup d'œil. « Explique-moi. » Elle lui tendit une tablette de données. La cellule et du bastion venaient de perdre le contact. Vel dit qu'ils ont été pris en embuscade. Quelqu'un a prévenu le Conseil. Daniel plissa les yeux. « Des saboteurs ou des traîtres ?» dit-elle d'un ton sombre. « Il commence à paniquer, Daniel. Certains de nos alliés veulent s'en prendre à une autre cible. D'autres veulent négocier. »« On ne négocie pas, » rétorqua-t-il. Rey ne broncha pas. « Alors, on sera peu. Être bientôt seul. » Daniel se tourna vers l'écran. Ainsi soit-il. 2 jours plus tard, Daniel rencontra Velt face à face sur Bastion 4, une base lunaire rocheuse creusée dans le flanc d'un cratère et protégée des analyses orbitales par des métaux denses et des interférences solaires. Velt paraissait plus maigre, plus en colère. La pression du commandement commençait à ronger sa patience. « Nous avons perdu 3 cargos de ravitaillement la semaine dernière, » dit Velt d'une voix rauque. Les chiens du Conseil patrouillent avec une nouvelle technologie furtive. On ne les voit même pas arriver. Daniel hocha la tête. Il faut commencer à construire des avant-postes, des endroits qu'ils ne peuvent pas atteindre. Veld secoua la tête. Cela prend du temps, des gens, de la confiance, et en ce moment, la confiance est rare, même parmi nous. Daniel se pencha en avant. Il y a plus. Veld soupira et se frotta le front. Il y a toujours plus. Daniel a mis sur la table la clé de la porte dérobée, celle pour laquelle Duran a tout risqué. Cela nous permettra d'accéder à tous les systèmes que le Conseil considère encore comme sécurisés. Trafic militaire, journaux de surveillance, goulots d'étranglement économique. Nous allons maintenant nous attaquer à leurs artères. Velt fixa longuement le lecteur. Vous dégénérez en guerre ouverte. Ils ont déclaré la guerre en affamant nos colonies. Velt ne protesta pas, mais il ajouta quelque chose qui frappa plus fort que Daniel ne l'avait prévu. Juran est mort. Daniel cligna des yeux. Quoi ? On a retrouvé son corps hier, la gorge tranchée, jeté dans un tube de frais près de Talon. Daniel en eut le cœur brisé. Juran avait été un traître, un lâche, un salaud, mais il ne méritait pas ça. Pas après ce qu'il avait fait pour eux. Je veux savoir qui a fait ça, dit froidement Daniel. Veld secoua la tête. Moi aussi. Mais pour l'instant, on a des problèmes plus graves. Quelqu'un nous saigne de l'intérieur. De retour à bord de l'Archangel, l'ambiance était tendue. L'équipage avait senti le changement. Les premiers jours de vengeance avaient laissé place à la paranoïa et à la fatigue. Chaque nouveau visage était suspect. Chaque navire qui accostait était scanné 2 fois. Même Merrick avait commencé à dormir d'un œil. Silo, le vieil ingénieur, avait dit, au mieux, un soir, dans le mess. « Ce n'est plus une révolution », murmura-t-il en sirotant du whisky synthétique. « C'est de la survie habillée de beaux mots, et la survie transforme les hommes bons en monstres. » Daniel l'entendit par hasard, mais ne répondit pas, car il savait que Silo avait raison. Il ne construisait pas d'avenir. Il détruisait le vieux monde et priait pour que quelque chose de meilleur renaisse de ses cendres. Puis arriva le message, diffusé à large bande, en clair, audacieux. Ici l'amiral du Conseil Théon Brax, au nom de l'autorité de préservation galactique. À compter d'aujourd'hui, tous les vaisseaux aidant ou soutenant les insurgés humains seront traités comme des ennemis.
Vos avant-postes seront neutralisés. Vos chefs capturés. Il n'y aura aucune pitié. Et au vaisseau humain Archangel, vous avez 72 heures pour livrer votre commandant, Daniel Reich. Sinon, votre monde mourra en hurlant. Ray frappa du poing la console quand elle l'entendit. Ils s'en prennent à la terre. Daniel resta silencieux, le visage indéchiffrable. Marek jura dans sa barbe. Nous avons quitté la terre pour survivre. Maintenant, ils veulent finir le travail. Daniel hocha lentement la tête. Puis nous les avons arrêtés. Il se tourna vers Ray. Fais-moi surveiller leur flotte. Je veux chaque itinéraire, chaque système de secours, chaque porte de saut. Ray hésita. Tu ne vas pas retourner sur Terre, n'est-ce pas? Daniel la regarda droit dans les yeux. Je ne suis jamais parti. La bataille pour la Terre n'allait jamais être équitable. En 48 heures, des dizaines d'espèces marginales ont convoqué des rassemblements d'urgence. Les réseaux de contrebande ont refusé les contrats du Conseil. Même deux factions de rang intermédiaire, les syndicats Tular et Corin, ont publiquement dénoncé le Conseil et déclaré leur neutralité. Le Conseil, bien sûr, a tout nié. Ils ont accusé des agitateurs humains radicaux, ont qualifié les données de fabriquées, ont affirmé qu'il s'agissait d'une technologie profondément contrefaite. Mais personne ne les a crus. Surtout après que les documents aient révélé des tampons d'intégrité, des codes de chiffrement officiels du Conseil que même leur propre système ne pouvait falsifier. Daniel se tenait sur le pont de l'Archange, observant le chaos se dérouler. L'écran principal diffusait les flux d'informations de toute la galaxie. Des émeutes dans les zones diplomatiques, des blocus militaires qui s'effondraient, des porte-paroles du Conseil chassés des planètes neutres par des foules. C'était tout ce pour quoi il s'était battu. Mais Daniel ne souriait pas, car le feu se propageait trop vite. Ray se tenait à ses côtés, les bras croisés. Sa blessure était encore en voie de guérison, et la cicatrice sur son visage lui donnait un air plus froid que d'habitude. Il craque, mais nous aussi. Il lui jeta un coup d'œil. Explique-moi. Elle lui tendit une liste de données. La cellule et de Bastion vient de rompre le contact. Vel dit qu'ils ont été pris en embuscade. Quelqu'un a prévenu le Conseil. Daniel plissa les yeux. Des saboteurs ou des traîtres, dit-elle d'un ton sombre. Ils commencent à paniquer, Daniel. Certains de nos alliés veulent frapper une autre cible. D'autres veulent négocier. Nous ne négocions pas, rétorqua-t-il. Ray ne broncha pas. Alors, nous serons peu, être bientôt seuls. Daniel se tourna vers l'écran. Ainsi soit-il. 2 jours plus tard, Daniel rencontra Velt face à face sur Bastion 4, une base lunaire rocheuse, creusée dans le flanc d'un cratère, et protégée des analyses orbitales par des métaux denses et des interférences solaires. Velt paraissait plus maigre, plus en colère. La pression du commandement commençait à ronger sa patience. « Nous avons perdu 3 cargos de ravitaillement la semaine dernière, » dit Velt d'une voix rauque. Les chiens du Conseil patrouillent avec une nouvelle technologie furtive. On ne les voit même pas arriver. Daniel hocha la tête. Il faut commencer à construire des avant-postes, des endroits inaccessibles. Vel secoua la tête. Cela demande du temps, des gens, de la confiance. Et en ce moment, la confiance est rare, même parmi nous. Daniel se pencha. Il y a plus. Velt soupira et se frotta le front. Il y a toujours plus. Daniel posa sur la table la clé de la porte dérobée, celle pour laquelle Durand avait tout risqué. Cela nous permettra d'accéder à tous les systèmes que le Conseil considère encore comme sûrs. Circulation militaire, journaux de surveillance, goulots d'étranglement économique. Nous allons ensuite attaquer leurs artères. Vel fixa longuement la route. Vous dégénérez en guerre ouverte. Ils ont déclaré la guerre en affamant nos colonies. Velt ne protesta pas, mais il ajouta quelque chose qui frappa plus fort que Daniel ne l'avait prévu. Duran est mort. Daniel cligna des yeux. Quoi? On a retrouvé son corps hier, la gorge tranchée, jeté dans un wagon de marchandises près de Tilan. L'estomac de Daniel se retourna. Duran avait été un traître, un lâche, un salaud, mais il ne méritait pas ça, pas après ce qu'il avait fait pour eux. Je veux savoir qui a fait ça, dit froidement Daniel. Velt secoua la tête. Moi aussi, mais pour l'instant, nous avons des problèmes plus graves. Quelqu'un nous saigne de l'intérieur. À bord de l'Archange, l'ambiance était tendue. L'équipage avait senti le changement. Les premiers jours de vengeance avaient laissé place à la paranoïa et à la fatigue. Chaque nouveau visage était suspect. Chaque navire qui accostait était scanné 2 fois. Même Merrick s'était mis à dormir d'un œil. Silo, le vieil ingénieur, l'a bien dit un soir aux messes.
Ce n'est plus une révolution, marmonna-t-il en sirotant un whisky synthétique. C'est de la survie habillée de belles paroles, et la survie transforme les braves gens en monstres. Daniel l'entendit, mais ne répondit pas, car il savait que Silo avait raison. Il ne construisait pas d'avenir. Il détruisait le vieux monde et priait pour que quelque chose de meilleur renaisse de ses cendres. Puis vint le message. Et priait pour que quelque chose de meilleur renaisse de ses cendres. Puis vint le message, diffusé à large bande, en clair, audacieux. Ici l'amiral du conseil Théon Brax, au nom de l'autorité de préservation galactique, à compter d'aujourd'hui, tous les vaisseaux aidant ou soutenant les insurgés humains seront traités comme des ennemis. Vos avant-postes seront neutralisés, vos chefs capturés. Il n'y aura aucune pitié. Et au vaisseau humain Archangel, vous avez 72 heures pour livrer votre commandant, Daniel Reich. Sinon, votre monde mourra en hurlant. Ray frappa du poing la console en entendant cela. Ils s'en prennent à la terre. Daniel resta silencieux, le visage indéchiffrable. Après la terre. Daniel resta silencieux, le visage indéchiffrable. Marik jura dans sa barbe. Nous avons quitté la terre pour survivre. Maintenant, ils veulent finir le travail. Daniel hocha lentement la tête. Puis nous les avons arrêtés. Il se tourna vers Ray. Gardez-moi un œil sur leur flotte. Je veux chaque itinéraire, chaque système de secours, chaque porte de saut. Ray hésita. Tu ne vas pas retourner sur Terre, n'est-ce pas? Daniel la regarda droit dans les yeux. Je ne suis jamais parti. La bataille pour la Terre n'allait jamais être équitable. La flotte noire du Conseil était déjà en route. Une douzaine de porte-avions de classe Dreadnought, équipés de canons à fragmentation orbitale et de bombardiers à haute atmosphère. Leur plan n'était pas l'occupation, c'était l'effacement. Mais Daniel avait d'autres plans. Il contacta tous les vaisseaux humains survivants, toutes les flottes exilées, tous les avant-postes. Il réclama chaque faveur, chaque dette, chaque once de loyauté forgée dans le sang. Et ils répondirent. En une journée, plus de 40 vaisseaux se rallièrent. Des frégates, des corvettes, et même de vieux navires miniers équipés de cœurs à plasma et de canons à rail. Pas une flotte digne de ce nom, mais suffisamment pour marquer l'histoire. Ils mirent le cap sur la terre, leurs moteurs brûlant à travers le vide. Daniel, debout sur la passerelle, regardait sa planète s'agrandir à l'écran. Le bleu était fané, le vert flétri, mais c'était toujours la terre, toujours chez nous. Il tendit la main vers le combiné. À chaque âme encore debout, dit-il d'une voix ferme, dure et ardente. Nous étions exilés, affamés, brisés, mais nous sommes toujours là. Nous ne nous battons plus pour la vengeance. Nous nous battons pour l'avenir. Il marqua une pause. Qu'ils viennent, qu'ils amènent leur flotte, leurs lois, leurs faux dieux. Nous n'avons plus peur du noir. Il regarda Marek. Préparez-vous à l'impact. Car quoi qu'il arrive, victoire ou défaite, la galaxie n'oublierait jamais ce que l'humanité a fait lorsqu'elle a été poussée trop loin. Les étoiles au-dessus de la Terre n'étaient plus immobiles. Depuis l'orbite, les constellations autrefois familières étaient brouillées par le mouvement. Des dizaines de vaisseaux traçaient des traînées de lumière, d'épuisement et de fureur dans le vide. La flotte noire se dressait au-dessus d'eux, tel un bourreau céleste, ses coques plus noires que le vide environnant, armés d'armes conçues non pour la guerre, mais pour l'anéantissement. Mais entre eux et la terre se dressait l'humanité, débraillée, indésirable, en infériorité numérique, mais pas brisée. L'archange menait la charge. À l'intérieur, le pont vibrait d'énergie. Daniel Reich se tenait au centre, enveloppé de silence, regardant l'ennemi se former comme un mur de mort. Son visage était creusé par des mois de guerre et des nuits blanches, mais ses yeux brûlaient d'une flamme plus vive que la rage. Objectif. Au rapport, ordonna-t-il. La voix de Marik était calme. Flotte noire en plein déploiement, 12 dreadnoughts, 14 frégates, escadrille de chasse en formation. Ils n'attendent pas. Qu'ils arrivent, dit Daniel. Flottes humaines se mettant en formation, confirma Ray, 3 secteurs en parfaite synchronisation. Les renforts du bastion arrivent dans 5 minutes. Daniel la regarda. Dites-leur de tenir les flancs. On fonce droit au but. Dites-leur de tenir les flancs. On fonce droit au but. Elle fronça les sourcils. Ça nous exposerait, je sais. Il se tourna vers l'écran avant. La Terre occupait lentement le cadre, belle et meurtrie. Une planète qui avait autrefois imploré son salut se dressait désormais comme le champ de bataille de la vérité. Il ouvrit les communications. Ici le capitaine Daniel Reich, né sur Terre, exilé de force.
Aujourd'hui, nous reprenons ce qu'ils ont tenté d'enterrer. Il ne s'agit pas de haine, il s'agit de mémoire. Nous nous souvenons de qui nous sommes, nous nous souvenons de ce qu'ils ont fait, et nous avons fini de fuir. Il coupa la communication et dit doucement « Feu avant ». Archangel fonça comme un prédateur blessé. La première frégate du Conseil tenta de l'intercepter. Il n'eut aucune chance. Un double barrage de projectiles de canons électriques le déchira en son centre, suivi de torpilles à impulsion qui transformèrent ses moteurs en fontaines de plasma. La flotte humaine suivit, des dizaines de vaisseaux sombrant dans le chaos, submergés par le désespoir des survivants et la fureur des trahis. Tout autour d'eux, le ciel s'ouvrit en deux. Les chasseurs fonçaient à travers d'étroits passages, s'entre-déchirant dans des combats aériens serrés. Les frégates entraient en collision, explosaient et s'enfonçaient dans la haute atmosphère comme des os brisés. Les lasers tranchaient les ténèbres telle une colère divine. Le Conseil déployait ses canons à éclats orbitaux, mais les vaisseaux humains fonçaient, s'embrasaient, ripostaient. Chaque fois qu'un vaisseau coulait, un autre s'élevait pour prendre sa place. Daniel aboya des ordres, sa voix claire par-dessus la folie. Flanc droit, blindage des porte-avions, redirection de puissance vers les canons arrière. Ray relaya les ordres, du sang coulant d'une entaille près de son oreille. Nous avons une brèche sur le pont 3, l'extinction des incendies est défaillante. Silo, rugit Daniel dans les communications. Envoyez votre équipe vers la brèche. On tient bon ou on brûle. Un instant plus tard, la voix de Silo se fit entendre. Rauque et rauque. Pont 3 confiné. On répare la coque. Ne détruisez pas ce vaisseau avant que je retourne à mon whisky. Daniel s'autorisa un léger sourire. Mais celui-ci disparut lorsque le premier dreadnought ouvrit le feu. Le rayon jaillit, un flot de plasma et d'antimatière coupant en deux un destroyer bastion. Une autre salve suivit, cette fois dirigée directement vers l'archange. « En approche !» cria Merrick. L'équipage se prépara. L'explosion frappa le flanc tribord, déchirant le blindage comme du papier mouillé. Le navire pivota, les alarmes hurlèrent, les consoles crépitèrent, des corps furent projetés. Ray heurta violemment la rambarde, s'accrochant de justesse. Daniel heurta violemment le sol. Ses oreilles bourdonnèrent. La fumée emplit la passerelle, mais ils ne s'arrêtèrent pas. « Stabilise la rotation !» gronda-t-il en se redressant. « Riposte !» frappe ce truc à la gorge. Les canons électriques d'Archangel tirèrent de nouveau, cette fois guidés manuellement, visant une couture vulnérable le long de la coque inférieure du dreadnought. Le tir fit mouche. Le dreadnought frémit. Des explosions secondaires ondulèrent à travers sa coque. L'un de ses réacteurs explosa, projetant des débris dans le vide. Des acclamations fusèrent sur le pont, des acclamations rauques et désespérées. Mais Daniel ne les rejoignit pas. Pas encore. Il en restait 11. La bataille fit rage pendant plus d'une heure, une violente et incessante tempête de feu et d'acier. Des vaisseaux humains se sacrifièrent pour protéger les anneaux de défense orbitaux de la Terre. Des frappes kamikazes détruisirent 2 autres vaisseaux du Conseil. Bastion déploya des modules d'abordage dans l'un des cuirassés, déclenchant un sabotage interne qui retourna ses propres canons contre sa flotte. Daniel vit l'ennemi se désagréger, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Habitués au contrôle, ils n'avaient plus rien à perdre. Ils affrontaient désormais un peuple qui n'avait plus rien à perdre, ce qui les rendait dangereux. Finalement, le vaisseau amiral du Conseil, le Varelian Prime, se retira. Leur retraite fut silencieuse. Ni reddition ni message, juste honte et silence. 2 jours plus tard, la Terre était silencieuse. Le ciel brûlait encore par endroits, mais la flotte noire avait disparu. Ce qui restait de la flotte humaine flottait en orbite haute, endommagé, en deuil, mais victorieux. Au sol, des gens émergeaient des abris et des bunkers. Ils regardaient le ciel non pas avec peur, mais avec admiration. Quelqu'un s'était battu pour eux et avait gagné. Daniel se tenait à la surface, ses bottes enfoncées dans la vieille terre. Le cratère où se dressait autrefois New Geneva se consumait au loin. Ruines, cicatrices, souvenirs. Ray s'approcha de lui, un bras en écharpe. Le Conseil avait diffusé un message 1 heure auparavant. Daniel la regarda. « Ils veulent un cessez-le-feu », dit-elle. « Des pourparlers, des négociations. Ils appellent cela une solution humanitaire. » Il rit, non pas de joie, mais d'incrédulité. Après tout ce qu'ils avaient fait, elle haussa les épaules. Ils ont perdu le contrôle. Les secteurs extérieurs se retournent. Certains de leurs semblables réclament des tribunaux. Daniel fixait le ciel.
Que veux-tu faire demanda-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite, parce qu'il l'ignorait. Pendant des mois, des années, il n'avait désiré que la vengeance. Maintenant qu'il l'avait, que lui restait-il? Mais quand il vit les gens sortir des bunkers, s'embrasser, reconstruire, enterrer leurs morts, il comprit. Nous reconstruisons, dit-il finalement. Nous faisons mieux, non pas parce que nous leur pardonnons, mais parce que nous méritons mieux. Ray hocha la tête. Et le conseil? Le regard de Daniel se durcit. Ils répondront. Avec le temps. La galaxie est réveillée. Nous veillerons à ce qu'elle se souvienne. Il se retourna et marcha vers la navette de commandement. Il y avait des épreuves à préparer, une nouvelle alliance à former, un avenir à construire, non pas légué par des dirigeants dans des tours d'ivoire, mais forgé par des exilés qui refusaient de mourir. Finalement, l'humanité ne fut pas sauvée. Elle s'est sauvée, non par la miséricorde, mais par le feu. Et désormais, les étoiles leur appartenaient.